13 526. C'est le nombre d'escroqueries qu'il y a eu en 2020 au Japon. Certes, c'est en diminution, mais on est sur un montant de 210 millions d'euros tout de même. Et encore, ce sont des chiffres qui ne prennent pas en compte les personnes qui n'assument pas avoir été escroquées. On imagine alors que la somme totale est bien plus grande. Mais avec quelle technique les Japonais se font-ils avoir ? Bonjour à toutes et à tous, et vous vous souvenez, il y a très longtemps, j'ai parlé des arnaques au Japon, mais je m'étais concentré à l'époque sur les arnaques à touristes, voilà, qui ciblaient les touristes, les étrangers. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur les arnaques qui ciblent plutôt les Japonais. Je peux vous dire qu'il y a de sacrés cas, et est-ce que j'ai été motivé pour faire cette vidéo parce que j'ai été arnaqué récemment ? C'est possible, oui. Certains me diront que ce que j'ai vécu c'est pas une arnaque, mais je vais argumenter pourquoi je pense et je trouve que c'est une arnaque. Et vous me direz si vous trouvez encore ça normal. Bref, je ne vais pas m'étaler davantage, on est parti sur 5 vraies arnaques au Japon. Allô? Oui, tu te souviens de moi? Mais qui ça? Attends, mais je ne comprends pas. Mais c'est moi, je te dis. Ah oui, tu es Jean Masuda, mon petit-fils. Oui, voilà. Ça en japonais, on l'appelle le ole ole sagi, l'arnaque du c'est moi. Ça consiste à se faire passer pour un membre de la famille ou un proche tout du moins de la personne et dire c'est moi jusqu'à ce qu'elle donne une réponse. Et on fait ça bien sûr sur des personnes qui sont vulnérables et généralement ce sont des personnes âgées. Une fois qu'elle t'a reconnu, tu vas lui demander un peu d'argent, voilà, t'es en difficulté, est-ce que tu peux m'aider? Ah s'il te plaît, je sais que tu m'aimes, aide-moi. Et tu finis par lui prendre son fric. Mais ça en vérité, ça marche plus trop. Je veux dire, l'arnaque est tellement connue, même les personnes vulnérables sont au courant de ce truc. En revanche, ça ne veut pas dire que toutes les techniques au téléphone ont disparu. Loin de là. En 2014, il y a différents réseaux qui se sont créés en Chine pour abuser de la naïveté des personnes vulnérables au Japon. Oui, ils sont en Chine et ils vont appeler des personnes au Japon. Et ces arnaqueurs, ils sont en bande organisée et ils peuvent remplir littéralement des bureaux entiers, enfin c'est des open space immenses. Et chaque arnaqueur qui appelle, on les appelle les kakeko. Et comme je vous le disais, ils sont très organisés et donc la technique est plus élaborée. Elle nécessite en vérité plus de personnes, voilà, mais vous allez voir, c'est très performant. Un premier monsieur appelle et se fait passer pour un policier. Il informe la potentielle victime que oh, monsieur Hato, oui, vous avez reçu sur votre compte bancaire de l'argent sale, de l'argent escroqué. Et un agent de la fédération bancaire va vous expliquer les démarches à suivre afin que votre compte ne soit pas gelé. À partir de là, ils vont laisser mariner monsieur Hato pendant plusieurs dizaines de minutes, histoire qu'il s'inquiète un peu. D'ailleurs, soit dit en passant, consulter son solde bancaire au Japon, c'est beaucoup plus lent et compliqué qu'en France en vérité, en moyenne bien sûr. C'est juste qu'avec les banques japonaises, il y a tellement de frais supplémentaires à chaque fois que si tu veux avoir accès à ton compte depuis internet, eh bien faut payer pas mal d'argent. Et une fois que l'arnaque est amorcée, la deuxième personne va pouvoir appeler, et c'est bien sûr une personne qui va se faire passer pour l'agent de la fédération bancaire. Elle va expliquer voilà qu'ils ont reçu de l'argent et tout, et encore une fois comme je vous ai dit, ils peuvent pas checker en temps réel si effectivement ils ont bien reçu de l'argent sale, et comme les personnes vulnérables pensent avoir reçu de l'argent et qu'ils ne veulent pas avoir leur compte bancaire gelé, eh bien ils vont faire confiance à l'arnaqueur et lui verser de l'argent. Mais bon, dans notre cas là, monsieur Hato, voilà, il a des doutes quand même, il se dit c'est bizarre cette procédure, il y a quelque chose, tout ça. Là, à ce moment-là, l'agent de la fédération bancaire, le faux bien sûr, il va dire pas de souci monsieur Hato, on va vous contacter une troisième fois, et cette fois ce sera un avocat qui vous rassurera. Le troisième kakeko va appeler, va dire à monsieur Hato ne vous inquiétez pas, tout va bien, ce sont des procédures tout à fait normales, donne-nous le fric. Monsieur Hato, il cède, et c'est bon, l'affaire est dans le sac. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne cette arnaque au téléphone, je vous propose de creuser un petit peu plus. L'article Courrier International a interviewé un ex-yakuza qui faisait justement cette activité pour en savoir plus sur les conditions de travail de ces personnes. Déjà, on apprend en fait que les kakeko, ils reçoivent uniquement 5% de la somme totale arnaquée, ce qui paraît quand même extrêmement peu. Mais attendez, la somme qu'on peut se faire en 3 mois d'appel comme ça, c'est environ 35 000 €. Ce qui fait quand même 11 500 € par mois, c'est pas dégueu. Faut pas avoir trop de conscience, mais c'est pas dégueu. Après on nous raconte dans l'article que les conditions de travail sont infâmes, pas le droit de parler japonais en dehors des bureaux, le chef décide de tout, les pauses, les repas, etc. Mais après on va pas commencer non plus à prendre en pitié ces personnes qui passent leur journée littéralement à abuser de personnes vulnérables. Après comme je vous l'ai dit, il y a quand même pas mal de variantes à cette technique, voilà il y a la variante avec le contrôleur des impôts. Un gars se fait passer pour un membre de l'administration, il t'appelle, tu décroches, il te dit oh là là vous avez un impayé tout ça, vous avez déjà envoyé une lettre d'avertissement mais vous n'avez pas répondu, vous n'avez toujours pas fait les démarches, attention, c'est pas bien du tout. Et vu que vous n'avez pas fait les démarches en temps et en heure, vous avez des pénalités, mais on veut bien être gentil et pas vous donner les pénalités si vous payez maintenant, tout de suite, avec nous au téléphone. Forcément dans la panique, il y a des gens qui vont craquer et s'exécuter, et c'est comme ça qu'ils arrivent à soutirer du pognon des personnes vulnérables. Bon, j'ai commencé doucement avec une arnaque vraiment très classique au Japon, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Mais la prochaine, écoutez bien, parce que c'est celle que j'ai subie, moi.
En France, pour signer les documents officiels, on utilise ce qu'on appelle une signature. Maintenant, on fait même ça numériquement pour que ça soit plus efficace et plus rapide. De plus en plus de documents administratifs peuvent être traités de manière numérique, et je trouve ça cool. Certains diront que non, parce qu'effectivement, tu peux peut-être falsifier plus facilement, mais quand je vous aurai présenté le système japonais, vous allez vous dire c'est pas si mal finalement la France. Au Japon, pour signer les documents administratifs, tu as besoin d'un tampon, un inkan, ça s'appelle en japonais. Et comme il n'est pas administrativement enregistré de manière numérique, vu que c'est un objet physique, eh bien tu ne peux pas signer de manière numérique. Et donc à chaque fois que tu veux signer des documents importants, tu as besoin de ton petit seau, voilà, que tu vas te trimballer un peu partout. Et c'est assez relou de se trimballer avec un truc un petit peu partout comme ça. Surtout qu'en plus, une fois que tu tamponnes comme ça clairement, ça crée ce qu'on appelle les originaux. Et au Japon, on te demande toujours les originaux. En France, ça existe encore le concept, mais de moins en moins. Au Japon, on fonctionne que avec des originaux. Et tu peux avoir plusieurs originaux du même papier. Ça, en fait, ça ne veut rien dire si tu veux. Par exemple, je sais pas, tu veux une attestation de domiciliation. Tu prends l'attestation de domiciliation et tu dis combien d'exemplaires voulez-vous? Tu dis bah je sais pas, j'en veux 2. Et bah déjà tu vas payer. Et d'ailleurs, l'administration au Japon, il faut payer en cash, mon pote. Carte bleue, blanchiment d'argent. Et tu vas avoir 2 documents sur lesquels tu vas mettre ton tampon, clac, clac 2 fois. Et là, tes 2 papiers, les 2 sont des originaux. Bon, là, je voulais caler ça vite fait comme ça parce que vous sentez que j'ai quelque chose sur le cœur. Mais c'est pas de ça dont je voulais parler. Est-ce que vous avez une idée du prix que peuvent coûter ces tampons? Plus le document est important, plus le tampon que tu dois utiliser est de plus en plus gros. Soit dit en passant, plus c'est gros, plus c'est cher. Et je sais pas si c'est comme ça dans toutes les enseignes où ils vendent des tampons, des inkan, mais le mien me mettait grave la pression en me disant que voilà, il faut que je prenne un truc qui soit assez gros, tout ça. Et le monsieur m'a dit, mais vous savez, celui-là, il est pour femmes. Je m'en fous. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Vous connaissez pas le prix? Eh bien écoutez, je vous propose de m'accompagner le jour où je suis allé acheter mon premier inkan. Je suis choqué du prix. En fait, je m'attendais à ce que, vous voyez, sur le prix que j'ai payé, ce soit la version la plus chère. Et du coup, je m'attendais à prendre, pour la vidéo, je me suis dit, je vais prendre le plus cher, tu vois. Donc ça, c'est une des étapes pour la maison. Normalement, on avance. Il coûtait quand même 16 000 yens, 123 €. 123 € pour signer des documents. Donc voilà, ça c'est mon inkan. C'est cet objet-là, il m'a coûté 123 €. J'ai pris le moins cher et celui qui pouvait être fait le plus rapidement possible. C'est pas un artisan qui l'a gravé, c'est juste la machine automatiquement. C'est un joli objet en vrai, hein. C'est cool de l'avoir. C'est juste que c'est pas cool d'obliger les gens à acheter un truc comme ça. J'en reviens pas, mais le max que j'ai vu en termes de prix sur les inkan, c'était 92 000 yens dans cette enseigne. Mais en vérité, comme c'est un peu un objet d'art, au bout d'un moment, ça peut grimper autant que tu veux, quoi. Mais 92 000 yens déjà, c'est 700 €. Et attendez, je vous ai pas raconté la meilleure, parce que la meilleure, je rentre chez moi au Japon, enfin du coup chez Tev. Et il y a Jamy qui m'attend. Et Jamy me dit que lui aussi, il a fait faire un inkan quand il était au Japon, sauf qu'il l'a acheté sur Amazon. Il avait vraiment quasiment le même que le mien. Peut-être pas le même matériau, j'avais un meilleur matériau, tout ça, mais en termes de taille, c'était le même. Le mien a coûté 123 €, le sien a coûté 5 balles. Bon, de ce que je comprends, pourquoi j'appelle ça une arnaque? À raison d'une moyenne de 3 tampons par japonais avec un prix autour de 5 000 yens, disons. Ça fait au total 115 € par japonais majeur. Oui, parce que souvent le inkan, en fait, c'est un cadeau qu'on t'offre à la majorité, et comme c'est un cadeau, on y met généralement le prix. Donc j'ai pris 5 000 yens et je pense que j'ai pris une tranche plutôt basse. On multiplie ensuite par le nombre de japonais majeurs, qui sont autour de 100 millions de personnes, et ça nous donne un marché de 11,5 milliards d'euros. Ça, c'est au total, donc du coup c'est les ventes totales on peut se dire, et j'ai aussi calculé ce que ça donnait pour aussi une vente sur un an. En fait j'ai juste pris le nombre voilà, de tous les japonais qui deviennent majeurs en une année. Et ça nous donne quand même 138 millions d'euros par an de chiffre d'affaires potentiel. Ça me tue. Et je vous rappelle que cet objet n'a strictement aucune autre utilité à part signer des documents. Et en plus, on te le vole, on te vole ta signature. C'est-à-dire que n'importe qui me vole ça, il peut signer pour moi au Japon. C'est nul! Alors heureusement au Japon il existe une alternative qui est très intelligente, qui est de pouvoir en fait signer avec ton empreinte digitale. Vraiment c'est ton empreinte digitale, c'est facilement transportable, on ne l'oublie pas facilement, c'est pas cher. Non je le troll un petit peu mais il y a que des avantages. Et en fait vous allez me dire mais attends tu es débile Louis, tu aurais dû faire ça, tu t'es pas renseigné, t'aurais pu le faire avec ton pouce. Non, c'était mon cas. Ma signature, enfin mon tampon c'était ça en fait avant au Japon. Et dès que j'ai voulu faire des procédures administratives un peu plus poussées, on m'a dit
il faut un tampon, monsieur. Donc littéralement j'ai été obligé d'en acheter un, et comme je vous le disais, attention, des Incan qui coûtent 2 euros, voilà, ça existe, mais c'est vraiment pour des signatures vite fait si vous voulez. Genre un abonnement à la salle de sport, clac, ton petit Incan à 2 euros. Mais dès que tu veux signer des choses comme par exemple signer une maison, eh bien tu as besoin d'un Incan qui coûte plus cher. Il y a des gens qui me diront non c'est la tradition, c'est des choses comme ça. Pour moi c'est une arnaque à une échelle nationale, c'est des lobbies, c'est tout ce que tu veux, mais c'est pas... Non, c'est... Moi, je suis énervé. Fond infini. Alors cette arnaque, c'est pas une arnaque qui va blesser quelqu'un ou le rouler dans la farine. La seule victime de cette arnaque, eh bien, c'est l'État, ou plutôt la caisse de l'État. L'idée est simple. Tellement simple que la première fois qu'elle a été mise en œuvre, en fait la personne ne l'avait même pas fait exprès. Bon, je m'explique, on va prendre un exemple. Nana, c'est une femme qui a la quarantaine et qui vient de perdre ses parents. Elle est extrêmement triste, elle s'occupe des funérailles, de la crémation. Malheureusement, elle était très occupée et très touchée personnellement par cette histoire, normal, et du coup elle a oublié de régler les factures de l'ancien appartement de ses parents. L'eau, le gaz, l'électricité, ou encore par exemple de se désabonner de l'opérateur téléphonique. Donc là elle va retourner à l'appartement de ses parents, ouvrir la boîte aux lettres, voir le courrier, elle rouspète un petit peu, elle voit qu'il y a des factures à payer, tout ça qui sont un peu inutiles, jusqu'à ce qu'elle voit qu'il y a un papier concernant la retraite de ses parents. Effectivement, la caisse de retraite japonaise continue de verser de l'argent sur le compte de ses parents, sur lequel elle a maintenant procuration. À ce moment-là, Nana, elle doit prendre une décision, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne va pas déclarer, voilà, que ses parents sont morts auprès de la caisse de retraite, et donc du coup la caisse de retraite va continuer d'envoyer tous les mois la retraite de ses parents. Et c'est comme ça que démarre l'arnaque de la retraite infinie. Et comme j'ai pris un exemple, vous vous en doutez, cette arnaque elle est extrêmement courante au Japon. Ça a commencé en 2010 avec les enfants de Sogen Kato et Fusa Furuya, qui étaient censés avoir respectivement 111 et 113 ans. La police a été alertée, en fait ils se sont dit ils sont quand même assez vieux dis donc, et du coup ils sont allés à l'appartement où ils étaient censés résider et ils y ont trouvé 2 cadavres. 2 cadavres morts depuis respectivement 30 ans et 50 ans. Là pour le coup c'est pas juste une personne mais vraiment toute la famille qui était dans le coup, et ça a fait beaucoup de bruit au Japon. C'est ce qui a poussé les autorités à faire une vaste campagne d'investigation, et ils ont découvert comme ça 200 familles, enfin 200 personnes dont on payait encore la retraite alors qu'ils étaient morts. Vous voyez maintenant que le phénomène n'est pas isolé, mais la championne ça reste elle. Mitsue Suzuki, qui a aujourd'hui 92 ans, mais 86 au moment des faits, et elle a touché la pension, donc la retraite de ses parents pendant 50 ans. Elle a 86 ans la bonne dame, et elle touche encore la retraite de ses parents. La fraude a été découverte lorsque les responsables de la caisse de retraite ont voulu s'informer de l'état de santé des parents centenaires de Mitsue Suzuki auprès des autorités locales de Gifu. Ça a quand même été une sacrée surprise pour eux quand ils ont vu qu'ils avaient versé gratuitement 388 000 € à Mitsue Suzuki. Le truc c'est que concrètement, devant la justice japonaise, eh bien elle peut se justifier en disant qu'elle avait simplement oublié de déclarer ses parents comme étant morts, et qu'elle n'a pas fait attention à l'argent qui rentrait dans le compte, et théoriquement on peut pas trop lui en vouloir pour ça. Et puis je trouve que personnellement condamner une personne pour ça à l'âge de 86 ans, c'est un petit peu malheureux. Comme je vous l'ai dit, depuis les contrôles sont plus fréquents pour éviter ce genre d'histoire, mais les personnes âgées rouspètent un petit peu parce que ça fait vraiment, on check simplement si vous êtes encore vivant. Et je peux comprendre que ça soit quelque peu vexant, mais en même temps quand on voit les personnes jusqu'où elles sont prêtes à aller pour toucher certaines retraites, certaines familles qui continuent de vivre avec le cadavre de leurs parents pour pouvoir continuer à toucher la retraite. Bref, ça va vraiment très loin. Arnaque du Covid. Alors celle-ci c'est pas une arnaque qui dure dans le temps, contrairement à l'arnaque voilà de la retraite infinie. C'est juste une fois, mais tu peux la répéter quasiment à l'infini. Je vous ai intrigué? Vous inquiétez pas, tout est très simple. Lorsque le coronavirus est arrivé au Japon, beaucoup de restaurants ont fermé. Beaucoup de personnes ont perdu leur travail aussi, le taux de suicide est reparti à la hausse alors qu'il était en chute depuis 20 ans. Bref, ils se sont pris de plein fouet la crise sanitaire, eux aussi, comme le reste du monde. La situation était vraiment alarmante, et donc du coup le gouvernement japonais, il a eu une brillante idée. Vous allez voir, c'est ironique. Le gouvernement il s'est dit, plutôt que de s'occuper de la situation voilà sur le long terme et durablement des personnes qui sont en difficulté, non, on va juste leur donner de l'argent ponctuellement d'un coup comme ça et ça va résoudre leurs problèmes. Bon, je suis mauvaise langue, c'est quand même une bonne mesure, mais ça fait un petit peu mesure verre d'eau pour éteindre l'incendie. C'est pas une expression qui existe mais je l'invente, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, une énorme quantité d'argent a été mise à disposition avec une répartition en 3 bourses. La première bourse, elle est de 850 €, celle-ci c'est tous les habitants du Japon qui y ont droit sans aucune distinction. C'est-à-dire que vous soyez millionnaire ou à la rue, vous y avez le droit. Et j'ai bien dit habitants du Japon et pas des Japonais. Donc ce qui veut dire que même les étrangers qui habitent au Japon ont reçu cette bourse. Et parallèlement, les Japonais qui ne résident pas au Japon, eh bien n'ont pas eu le droit à cette bourse. Comme moi.
D'ailleurs cette bourse les gens l'ont reçue sans aucune demande, le but c'était vraiment de ne pas stigmatiser davantage les personnes dans le besoin. La deuxième bourse, voilà, elle est de 8000 €, beaucoup plus conséquente, et ça concerne les personnes qui sont en freelance. Grossièrement on peut résumer ça à des personnes qui sont en indépendant, en micro-entreprise ou auto-entreprise. Cette fois-ci en revanche il y avait des démarches pour l'obtenir, et ça pouvait parfois durer des mois et des mois, les procédures étaient assez rébarbatives. Et enfin la troisième bourse, elle est de 16 000 €, donc encore plus d'argent, et celle-ci elle est pour les entreprises en général. Alors il y avait quand même quelques conditions pour l'obtenir, mais c'était pas compliqué, il fallait avoir moins de 2000 employés. Donc voilà, c'est les 3 bourses, et maintenant, l'arnaque, elle est où là-dedans? Vous sentez pas? Vous avez pas compris encore? Ok. La première, c'est compliqué. Je veux dire, tu peux pas créer artificiellement des résidents. En plus, c'est pas un truc à demander, tu le reçois automatiquement, donc tu peux rien faire. La deuxième bourse, c'est possible, mais en fait, on a le même problème. On n'a pas des individus à l'infini. En revanche, la troisième bourse, eh bien, des Yakuza ont convaincu certains étudiants de monter leur business, leur entreprise, juste pour toucher les 16 000 €. Alors forcément, quand tu as des Yakuza comme ça qui te proposent un deal de cette manière, tu te dis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, surtout quand peut-être qu'ils vont me prendre tout le fric et je vais rien récupérer. Non, les Yakuza, ils étaient cool, ils te filaient 80% de la somme et juste y récupérer 20% parce que en fait tu as besoin d'une adresse pour pouvoir créer une entreprise au Japon et ils te prêtaient une adresse voilà un peu bidon où tu pouvais remplir ton papier, ton formulaire et tu récupérais bien les 16 000 € et tu leur versais l'équivalent de 3000 et quelques. Et les quantités qui ont été volées avec ce système sont astronomiques parce que le gouvernement japonais il ne contrôlait rien. Ouais, c'était open bar, venez, c'est bon, c'est les 16 000 €, tin. Il lâchait un peu trop facilement l'argent sauf que à force ça se voit. Ils se sont dit, c'est un peu bizarre. Et le gouvernement japonais, en fait, il a réussi à récupérer cet argent. Hein. C'était pas compliqué de les retrouver, vu qu'il y avait leur nom, prénom, adresse, tout ça. Et ils sont allés récupérer l'argent auprès des étudiants qui s'étaient fait un peu enrôler par les Yakuza. Mais le truc, c'est qu'ils leur ont demandé 100% de la somme. Il faut rembourser les 16 000 € en entier. Sauf que vous vous rappelez, il y a 20% qui sont partis chez les Yakuza. Et cet argent-là, c'est ciao. Du coup les étudiants ils ont dû rembourser en remettant sur la table 20% de la somme depuis leur poche. Ce qui fait quand même 3200 € à leur charge. Comme d'habitude, les grands gagnants de cette affaire, ce sont toujours les Yakuza. Mais bon, après je vous avoue, c'était même pas la seule arnaque qui était liée au Covid. Mention honorable. Ouais, j'avoue, j'ai voulu caler quelques arnaques comme ça qui étaient assez faciles à expliquer. Il y a les arnaques des prêts immobiliers où on te propose voilà des taux d'intérêt super sympathiques, super attractifs comme ça. Il faut juste verser une petite somme d'argent avant de recevoir le prêt et bien sûr, comme d'habitude, tu ne revoyais jamais l'argent. Un autre aussi qui peut être vraiment un truc de pigeon total, c'est on te propose de l'argent gratuit. Alors, mais qui irait se dire que c'est possible que voilà. Bah en fait le truc c'est qu'il y a un milliardaire japonais qui avait fait un tweet pour proposer vraiment gratuitement comme ça de l'argent, vraiment un giveaway d'argent. Les arnaqueurs ils se sont dit bah attends les gens ils y croient trop fort là, donc du coup on va profiter de ça. Et ils ont fait des concours comme ça et beaucoup se sont fait pigeonner parce qu'il y avait toujours un petit peu d'argent pour recevoir la somme si vous voulez. Bravo, tu as gagné 1000 €, mais pour ça il faut que tu verses 2,50 € sur ce compte. Dans un style un peu plus subtil, il y a les arnaques de l'amour où tu te fais entretenir voilà par ton compagnon, ta compagne. Vous vous souvenez j'espère de cette histoire où il y avait un homme qui est sorti avec 35 femmes différentes pour obtenir d'elles des faveurs, des cadeaux, des choses comme ça et puis il avait récupéré quand même une belle somme d'argent au total. Le mec devait avoir un planning mais alors absolument incroyable, tout était booké nickel carré. Et justement en parlant de planning et de réservation, ça va me permettre de faire la transition avec la dernière arnaque et je vous ai vraiment gardé le meilleur pour la fin. Réservation, annulation. Vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme au Japon est totalement mort depuis 2 ans à cause des frontières japonaises qui ne semblent jamais vouloir se rouvrir. Et si une partie des japonais conservateurs se réjouissent du fait que ces frontières restent fermées, il y a quand même une bonne partie de la population qui vivait du tourisme. Et donc cette partie de la population, fatalement, elle est très affectée financièrement. Il y a des quartiers entiers qui se sont effondrés, genre par exemple à Harajuku, je veux dire, la moitié des boutiques, avant c'était blindé de monde tout le temps. Maintenant la moitié des boutiques c'est vide, c'est très triste à voir. Même des enseignes très solides à l'époque comme le Sega Center à Akihabara ou alors le Oedo Onsen Monogatari qu'il y avait à Odaiba, les deux ont fermé. Bref, dans tout ce foutoir, un des secteurs qui a été le plus touché, c'est le domaine de l'hôtellerie. Et manque de bol, c'est ce secteur que vise la prochaine arnaque. À Kyoto, en février 2020, un policier arrête une femme de 51 ans et son fils de 31 ans. Je vous rassure, rien de très grave, c'est juste qu'ils ont fait des réservations puis des annulations 3 fois successivement sur un hôtel et l'hôtel c'est un peu plein. Il n'y avait pas vraiment d'intérêt pour eux de faire des réservations et des annulations et en fait c'était juste un manque à gagner pour l'hôtel. Mais durant l'interrogatoire, le policier se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a un truc qui tourne pas rond. Pourquoi ?
pourquoi cette femme et son fils ont fait des fausses réservations. Surtout que depuis le début, ils arrêtent pas de lui sortir des excuses complètement bidons du style « Ouais, on hésitait, du coup on a pris une chambre, puis annulé, puis repris une autre chambre, puis annulé à nouveau. » Le policier il flaire quelque chose, parce qu'il réserve à Kyoto, alors qu'ils habitent à Kyoto. Pas très intelligent quand même. Donc il va fouiller un petit peu, et il va se rendre compte que ce duo de mère et fils a fait l'équivalent de 1 million d'euros de réservations annulées. C'est-à-dire qu'ils ont réservé, puis annulé, réservé, puis annulé, rien. Pourquoi le duo a fait 3200 réservations et annulations successivement? Eh bien la réponse, c'est pour les points de fidélité. Ils ont cumulé en réservant en fait des points de fidélité parce que même si tu annulais ta réservation, eh bien les points de fidélité, tu les gardais. Le système était un petit peu mal fait et ils ont pu cumuler comme ça des points de fidélité mais à foison. C'est l'équivalent quand même de 20 000 euros de points de fidélité. C'est monstrueux. En vrai, ils ont vraiment trouvé un glitch dans la machine. Ça vient du fait que pour réserver au Japon, ils n'avaient pas besoin de payer parce qu'en fait, on peut payer sur place au Japon. C'est très souvent une option disponible. Même pour Uber Eats d'ailleurs, en fait, tu peux payer une fois que le livreur arrive en bas de chez toi. Bref, ils ont été arrêtés, mais l'histoire ne raconte pas s'ils ont été condamnés. Personnellement, je pense pas. Parce qu'ils ont juste exploité une faille et c'était pas écrit dans le règlement que abuser de cette faille était condamnable. Et pour tout vous dire, je sais même pas si le site japonais a comblé la faille de sécurité. Ça m'étonnerait même pas qu'il l'ait pas fait. Je trouve en conclusion qu'il y a beaucoup de failles et d'arnaques au Japon qui existent à cause du système archaïque japonais. En France, tu as quelqu'un qui t'appelle pour te dire bonjour, c'est le service des impôts, veuillez verser de l'argent à cette adresse, personne va te croire. Ou alors au moins tu vas juste aller vérifier sur internet sur le site du gouvernement et tu vas bien voir que c'est juste une arnaque. Mais au Japon, tu vas avoir un doute parce que ces démarches téléphoniques, les tampons, tout ça, eh bien ça existe encore trop. Finalement, en fait, en France, les arnaques elles se passent plus avec des mails alors qu'au Japon ça se passe plus avec des coups de téléphone. Bref, ça a beau être en diminution, faites attention à vous aussi. On peut toujours penser que c'est très évident à déceler chez les autres jusqu'au jour où on en est la victime. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous souhaite une bonne année 2022, voilà. Je vous dis à la prochaine, tchuss.